lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bonjour à tous, on va commencer si vous voulez bien et puis donc d'abord merci d'être là tous, d'autres personnes vont encore arriver donc tant mieux, c'est bon signe pour le moment où nous sommes dans cette campagne électorale où nous avons des espoirs quand même de marquer des points et des grands points. Donc on va commencer juste par une projection qui va premièrement nous mettre sous le signe de Louise Michel, puisque nous sommes dans sa ville. Nous avons l'honneur d'être dans la ville de Louise Michel, et qui a d'ailleurs joué un rôle important à Levallois-Perret. Et bon, sa présence marque la ville pour toujours. On a réussi à la réinscrire dans cette ville et elle n'en partira jamais, malgré ceux qui avaient voulu l'en faire partir. Donc on l'a réinscrite. Alors on va voir quelques images donc là qui passent, c'est de la commune de l'époque, donc il y a 141 ans. Et nous voulions justement, nous voulions mettre cette initiative qui est au cœur de la campagne électorale. Voilà, maintenant on arrive à 6 semaines pour se réunir et puis sous l'aspect, sous le signe en particulier, en lien avec le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme et non pas simplement la journée de la femme, comme certains l'ont répété le 8 mars, mais ça a une autre signification, c'est la journée internationale des droits de la femme, des femmes, c'est autre chose. Donc, et donc, en même temps le lier à Louise Michel et on a failli le faire le 18 mars, puisque nous avions la salle le 18 mars, qui était en même temps la possibilité de rendre hommage à la Commune de Paris, puisque c'est le premier jour où la Commune de Paris a commencé en 1871. Donc on était vraiment au cœur de l'histoire. Et le 18 mars, eh bien, on sera au cœur de l'histoire, mais de l'histoire 2012, puisqu'il y aura un immense rassemblement à la Bastille, décidé par donc le Front de Gauche, avec son candidat Jean-Luc Mélenchon, qui donc nous appelle à venir prendre la Bastille en 2012 pour une 6e République, ouvrir la voie à la souveraineté populaire et commencer la révolution citoyenne qui s'inscrit dans ce moment d'histoire actuel de 2012. Donc voilà, ça a lieu aujourd'hui. Donc on va voir quelques images de la commune et on s'est fait un plaisir. Il y a quelques images qui vont suivre en couleur, qui se passent à Levallois-Perret. C'était pour le centenaire de la mort de Louise Michel, où 500 à 600 personnes sont venues dans les rues de Levallois, drapeaux rouges déployés, honorer tous les lieux où Louise Michel est passée. Donc le métro Louise Michel, nous avions réussi à faire apposer une plaque rue Victor Hugo où elle a vécu et où sa mère a vécu, le cimetière où se trouve sa tombe et la statue de Louise Michel à la Planchette que Patrick Balkany, quand il est arrivé en 83, donc je crois que c'est même en août, je ne sais pas si c'est pas sa nuit du 4 août d'ailleurs, la statue de Louise Michel avait disparu de devant la mairie, parce que bien sûr c'était gênant à ses yeux, elle était dans le parc de la mairie, et la statue avait disparu, et bon, on l'a retrouvée à la Planchette. Et nous avions obtenu qu'elle soit, pour ce centenaire, qu'elle soit remise en état, et que le nom soit indiqué, parce qu'elle avait été remise en état, mais on n'avait plus le nom. Donc, vraiment, on voit combien on est dans un affrontement très, très fort, très symbolique de ce que représente l'équipe balkanienne et ce qu'est l'histoire de cette ville qui ne se laisse pas faire. Donc voilà, donc on va voir, et puis ça sera suivi d'un montage qui va nous mettre dans l'ambiance 2012 et des élections,
d'un montage avec des extraits de meetings, de campagne dans toute la France qui se mènent en ce moment. Voilà. Et puis, donc, on aura 2 interventions de Francis Sittel, de la gauche unitaire, puisque bien sûr le Front de gauche est composé de différentes organisations, qui est de la gauche unitaire, qui nous situera un peu le moment dans le cadre de l'Europe et de ce qu'ils veulent faire avec, vous savez, les fameux traités Sarkozy-Merkel, là, où ils veulent nous entraîner. Et puis Caroline Bardot, qui est donc conseillère régionale communiste, conseillère municipale de Nanterre aussi, je crois, et qui est donc, qui interviendra, qui situera l'enjeu de l'égalité homme-femme dans cette perspective, un des enjeux prioritaires qui sont un marqueur de civilisation. Voilà. Et comme M. Guéant a eu la bonne idée de parler de civilisation, ne nous gênons pas de parler de civilisation. Voilà. Et donc avec les femmes, je crois qu'on a un beau sujet là. Voilà. On est vraiment court par rapport au temps. C'est pas mal, non? Précisément, bah tiens, voilà une première idée. On titularise les 800 000 précaires des 3 fonctions publiques. Parce que quand vous avez devant vous un CDI, bah ça y est, du coup, vous pouvez vous projeter dans la vie. Donc vous faites, vous louez l'appartement avec le copain, la copine, vous pouvez faire l'emprunt, voilà pourquoi ça change tout. Madame Parisot a dit que tout était précaire dans la vie, à commencer par l'amour, donc elle dit le travail, ça peut être précaire. Ça prouve qu'elle ne connaît rien à l'amour. D'abord, je vais vous dire combien ça m'émeut de vous voir tous là. Je sais que vous n'êtes pas là par hasard, hein, je l'ai bien compris, pas parce qu'il y avait de la lumière. C'est très émouvant de vous voir comme ça, capable de vous mobiliser, de vous rassembler et donc de donner un message les uns pour les autres. Hein. C'est pas à moi qu'on adresse le message, même si à ce moment, c'est moi qui marche dehors, parce que c'est mon travail. On peut faire des écoles de la 2e chance. Mais la vraie école de la 2e et de la 3e chance, c'est l'école elle-même. Voilà, c'est l'école elle-même. Donc, nous devons améliorer les méthodes. Ne jetez pas des pierres à l'éducation nationale, soutenez les maîtres, soutenez les professeurs. Le premier message, oui, c'est la solidarité. Les Grecs sont nos frères, en quelque sorte. C'est un peuple européen. Ils souffrent affreusement. Donc ce soir, puisque tout va mal et qu'ils se révoltent, eh bien, nous manifestons notre sympathie, notre solidarité, notre fraternité avec eux. Bon, mes amis, je suppose que tout le monde sait pourquoi on est ici. Il faut que vous sachiez que le plan qui est actuellement appliqué à la Grèce, si notre pays venait à connaître une difficulté, serait appliqué exactement de la même manière à notre pays. Et ceci va se décider à l'Assemblée nationale. La meilleure manière d'être solidaire avec le peuple grec, c'est de repousser à Paris le mécanisme européen de stabilité. Et c'est d'imposer un référendum pour le prochain traité qui va être présenté devant les assemblées. Merci à tous. Vigilance, mobilisation, solidarité avec le peuple grec. Solidarité avec le peuple grec contre les banquiers et le FMI. Et nous, à gauche, on a de la mémoire.
On n'oublie jamais le 8 mars. La grande révolution de 1789 a commencé par une marche des femmes qui sont allées à Versailles protester contre le prix trop cher du pain. Eh bien, mes amis, cette année, quand vous vous joindrez, et je vous appelle à le faire, aux cortèges qui vont se former, aux rassemblements qui vont avoir lieu, vous aurez tout ça au cœur et vous y penserez. Et vous vous direz, travailleurs, travailleuses, la classe ouvrière est féministe, parce que la classe ouvrière est féminine. La classe ouvrière est féministe parce que c'est aux femmes que l'on fait subir d'abord tous les brouillons que le capitalisme ensuite décalque sur tous les travailleurs. Ce sont les femmes qui représentent 80% des personnes qui travaillent au SMIC, et ce sont elles les premières qui bénéficieront de notre décret qui portera le SMIC à 1 700 €. Ce sont les femmes donc, voilà. Les choses sont lancées parce qu'elles sont lancées de deux façons, puisqu'il y a le MES, enfin le traité européen, et donc ce que vous entendez encore ce matin, France Inter, Jean-Luc Mélenchon encore hier a fait remarquer que nous sommes les seuls à demander un référendum. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire sur le nucléaire de la même façon, puisqu'aujourd'hui il y a l'anniversaire de Fukushima. Bon, voilà, c'est dit. Voilà. Et donc, bon, ben, je crois. Et puis, il y a les femmes, l'égalité homme-femme. Donc, peut-être on va donner la parole donc à Francis Sitel. Tu veux, Nicole, peut-être tu voulais non présenter Francis. Je l'ai présenté tout à l'heure. Oui, tu Francis, veux. c'est au Bureau national de la gauche unitaire, qui est une des composantes du Front de gauche, à laquelle j'appartiens d'ailleurs moi aussi. Voilà, comme de nombreuses autres composantes, vous en avez toute la liste sur les différents tracts. Voilà. Donc, Francis Sitel s'est proposé d'intervenir sur les questions de l'Europe et puis pouvoir répondre à vos questions, voilà, comme vous le souhaitez. Bon, ben, Francis. Voilà, je vous prie le fond. Il faut peut-être le remettre. Oui, chers amis, chers camarades, bonjour, et merci de cette invitation, et merci de l'avoir fait sur ce thème de l'Europe, qui est effectivement mis assez largement à l'écart par un certain nombre de candidats. On préfère parler de la France, mais pourtant l'Europe est présente. Elle est présente de manière discrète et inquiétante, parce qu'il y a quand même un message subliminal qui passe quasi quotidiennement, qui consiste à nous faire comprendre, comme le dit Jean-Luc Mélenchon dans une intervention, que ce qui est en train d'arriver à la grecque, au peuple grec, aux travailleurs grecs, à la jeunesse grecque, c'est ce qui menace tout peuple d'Europe à tout moment en fonction du développement de la crise. Donc c'est important, quand on s'interroge sur ce qu'est l'avenir de la France, puisque tous parlent de la France, d'analyser de près qu'est-ce qui se passe en Grèce, qu'est-ce qui se passe en Europe. Il y a 2 jours, l'éditorial du Monde est intitulé « Le triste délitement de l'idée européenne ». Alors, c'est intéressant parce que les éditorialistes du Monde, depuis plus de 20 ans maintenant, à chaque fois qu'il y a une échéance, nous sont de farouches guerriers qui dénoncent, qui même régulièrement insultent ceux qui ne sont pas d'accord avec les différents traités européens qui se sont succédés. Ceux qui étaient contre le traité de Maastricht, en 1992, donc ça fait 20 ans, ont été dénoncés comme des anti-européens, des ringards, des abrutis qui ne comprenaient rien à la beauté de l'idée européenne. Ceux qui ont dénoncé le traité constitutionnel européen en 1995, de la même manière, étaient des fous, puisque ce TCE, il était tellement bien d'ailleurs qu'une fois qu'il a été écarté par 55% des électeurs français, a été recyclé et imposé de manière antidémocratique par le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, 3e épisode, nous sommes en 2012, et le mécanisme européen de stabilité, c'est son nom. Si on est contre, c'est que vraiment on n'a rien compris. On est anti-européen. Alors, cette succession d'accusations de la part des mêmes,
si avec les éditorialistes du Monde, ça ne sera pas trop grave, mais enfin, les éditorialistes du Monde parlent au nom des classes dirigeantes européennes sur cette question européenne. Donc ça vaut le coup de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cet anti-européanisme dont ceux qui ont appelé à voter non à Maastricht, ceux qui ont appelé à voter non au TCE, ceux qui appellent à s'opposer aux mécanismes européens qui prétendent nous imposer, de qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est que être anti-européen aux yeux de ces gens-là? Alors, il y a un premier rappel quand même, qui est quand même élémentaire au niveau du vocabulaire, qu'il convient de leur faire. C'est que l'Europe, c'est plus que l'Union européenne. C'est plus dans le temps, c'est plus dans l'espace. L'Union européenne, c'est plus que la zone euro, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui sont membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de la zone euro. Et la zone euro, c'est plus que cette figure un petit peu monstrueuse qu'on appelle maintenant Mercosur. C'est-à-dire ce couple infernal, Merkel-Sarkozy, qui prétendent diriger l'Europe, l'Union européenne et l'Europe, et puis même au-delà, qui prétendent diriger le monde. Et qui, c'est ce couple-là, qui est responsable de ce qui se passe pour la Grèce, pour le peuple grec. Ce sont eux qui ont été à la tête de cette entreprise qui a consisté à stigmatiser les Grecs comme étant des gens irresponsables, paresseux, tricheurs, incapables, qui ont marginalisé la Grèce, qui fait qu'aujourd'hui, la Grèce apparaît comme le mouton noir de l'Union européenne, pour préparer cette idée que si on s'en débarrasse, ça ne sera pas très grave. Et effectivement, on voit qu'il y a un mécanisme qui est un mécanisme d'exclusion de la Grèce, de l'Union européenne et du peuple grec. Pourquoi? Parce que la Grèce, et il ne faut pas l'oublier quand on va discuter maintenant des problèmes économiques qui sont posés, la Grèce, c'est 2% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Donc c'est tout petit. Ce sont des gens, c'est un peuple qui est petit dans l'Union européenne et c'est un peuple qui est pauvre. Et ça fait deux raisons qui leur permettent d'agir de la manière dont ils le font par rapport au peuple grec. Alors on peut renverser le problème. S'ils font 2% du produit intérieur brut, ça veut dire que ce qui se passe n'aurait jamais dû se passer. Ça n'est rien par rapport à ce qu'est la richesse de l'Union européenne, le problème de la Grèce, et ça aurait dû être réglé, et ça aurait pu être réglé en quelques heures s'il y avait eu la volonté de le faire. Sauf qu'il n'y avait pas cette volonté. Parce qu'on a fait, ils ont fait de la Grèce un laboratoire. Justement le laboratoire des politiques qui peuvent être menées contre tous les peuples européens. Ils en ont fait le laboratoire de qu'est-ce qui arrive à un gouvernement qui ne rentre pas dans le carcan de l'ultralibéralisme tel qu'ils veulent l'appliquer. Un peuple qui rechigne à accepter les politiques d'austérité qui sont aujourd'hui les seules politiques mises en œuvre par les classes dirigeantes européennes et qui le font de façon particulièrement sauvage dans le cas de la Grèce. Parce qu'on voit dans ce laboratoire grec, et ça doit servir de leçon à tout le monde, on voit que l'austérité, quand elle est menée avec cette force-là, avec cette brutalité-là, l'austérité, c'est la destruction d'une société. C'est ça qui est en train de se passer en Grèce, on y reviendra tout à l'heure. Et pour faire ça, il faut le faire de manière particulièrement autoritaire, brutale. Il faut ne tenir aucun compte de la moindre règle démocratique. C'est pour ça que lorsqu'a été évoquée la possibilité d'un référendum en Grèce, ça a été des cris d'orfraie de Mercosur et de tous les autres sur tellement enfin. On va consulter le peuple sur une politique qui est en train de s'appliquer et que l'on veut qu'elle s'applique comme telle. Et aujourd'hui, la Grèce, non seulement elle subit cette politique-là, mais elle est mise sous tutelle. On va y revenir à l'instant à travers un certain nombre de mesures. Ça veut dire que cette politique, si on élargit le problème à l'ensemble de l'Union européenne, cette politique-là est porteuse de menaces et on voit qui est européen réellement et qui ne l'est pas, quels que soient les discours qui soient tenus. Les politiques qui sont menées aujourd'hui en Grèce et partout en Europe sont des politiques qui conduisent à la dislocation de cette Union européenne. Voilà quel est aujourd'hui l'état de l'Europe. Alors, il est évident que les vrais Européens, ce sont ceux qui, comme les Grecs, se révoltent contre cette politique qui est menée.
Et que la révolte contre ces politiques-là, c'est le seul moyen de contrecarrer ce qu'on voit en Europe, c'est-à-dire des tensions croissantes, qui sont des tensions xénophobes, nationalistes, qui, si elles sont libérées, conduiront effectivement à la dislocation de l'Union européenne. Le problème dans l'Union européenne, pour simplifier les choses, ce n'est pas la Grèce aujourd'hui, c'est la Hongrie. Alors la Grèce, on en parle beaucoup, la Hongrie, on n'en parle pas, mais on voit à quoi conduisent, en termes de nationalisme, de racisme, de totalitarisme, à quoi conduisent les politiques qui sont menées. Donc il faut avoir tout ça en arrière-fond. Et il y a un devoir, qui est un devoir citoyen, un devoir militant, qui est d'étudier la situation de la Grèce. Alors c'est pas forcément évident, parce que c'est de l'économie, c'est une masse de chiffres, il faut essayer de se retrouver, on ne fait rien pour nous aider à y comprendre, mais il faut faire cet effort qui consiste à dire qu'est-ce qui arrive à la Grèce, qu'est-ce qu'il y a derrière les discours qui nous sont tenus. Alors ce qui arrive à la Grèce, c'est ce dont on serine en permanence, hein, c'est que la Grèce a une dette de 300 milliards d'euros. Et avant-hier, hier, on a eu cette nouvelle merveilleuse qui est que les créanciers privés ont finalement, sous de multiples pressions, avec beaucoup d'efforts, ils ont accepté que sur cette dette, 206 milliards pour les créanciers privés, le reste c'est de la dette auprès des États, que c'est sur 206 milliards, 100 milliards soient effacés. C'est ça le grand effort qui a été fait, avec l'idée que c'était la condition pour que la Troïka, qui était évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le FMI, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, pour que cette Troïka accorde à la Grèce un deuxième plan de sauvetage de 130 milliards d'euros. À condition, et c'est ça qu'il faudra vérifier avant que ces sommes-là soient débloquées, à condition que le gouvernement grec, donc le peuple grec, accepte 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires par rapport à toutes les économies qu'ils ont déjà faites. 3 milliards d'euros. Donc, on efface 100 milliards d'un côté et on exige 3 milliards d'économies de l'autre. Et là, je vous demande de bien écouter une citation de M. Venizelos, ministre des Finances grec, qui est celui qui a dirigé toutes ces négociations, dont on dit qu'il est le prochain responsable du PASOK, le Parti socialiste grec. M. Venizelos a remercié les créanciers privés d'avoir partagé les sacrifices du peuple grec dans cet effort historique. Ça, c'est une phrase qui est marquée et qui doit rester dans l'histoire. M. Venizelos remercie les créanciers de partager les sacrifices que subit le peuple grec. Ça mérite qu'on y regarde d'un peu plus près. C'est-à-dire quels sont les sacrifices qui ont été faits par les créanciers, ces fameux 100 milliards d'euros. Bon, d'abord, il faut quand même relativiser, parce que c'est vrai que quand on regarde notre feuille de paie, on se dit 100 milliards d'euros, c'est quand même colossal, c'est une montagne. On peut relativiser un petit peu. Il ne faut pas oublier que la BNP, l'une des principales banques mondiales, qui a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire grecque, a quand même fait l'an passé 6 milliards de bénéfices. Que Total a fait 12 milliards de bénéfices. Que Dexia a perdu 18 milliards d'euros en 3 ans. Et que le capital de Dexia, qui est donc menacé, parce que c'est une banque qui est en faillite, ce capital est beaucoup plus important que la dette grecque. Donc on a une banque qui, par exemple, a encore dans son capital 100 milliards d'euros d'obligations pourries. C'est-à-dire qu'ils ne valent rien. C'est curieux. Il y a les 100 milliards qu'on efface pour la Grèce en faisant toute une histoire. Il y a l'équivalent pour une banque. Et là, c'est tout à fait discret, c'est pas la peine d'en parler, ça n'a aucune importance. C'est tout à fait minime. Les paradoxes vont plus loin. La Banque Centrale Européenne, qui est donc un des acteurs de l'étranglement du peuple grec, la Banque Centrale Européenne, elle a dans ses caisses 50 milliards d'obligations grecques qu'elle a achetées 40 milliards.
C'est-à-dire qu'elle a 10 milliards de plus-value, comme ça, miracle, 10 milliards de plus-value, alors qu'on exige 2-3 milliards. Ça permet d'avoir une idée. Au point que la BCE s'est proposé de restituer cette somme-là aux Grecs. Les autres partenaires ont dit non, c'est pas sérieux, il faut qu'il semble qu'il y a d'autres sacrifices à faire. Et alors, il y a des chiffres qui sont parmi les plus impressionnants. C'est que la même BCE, ces dernières semaines, elle a distribué aux banques 1000 milliards. Donc ça relativise ce que c'est que la situation financière des Grecs n'est pas bonne. Personne ne prétend qu'elle est bonne. Mais il faut relativiser ce que ça signifie par rapport aux sommes, aux capitaux qui sont en mouvement. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les sacrifices des créanciers privés, ils sont aussi à relativiser. L'accord, c'est qu'ils vont toucher 30 milliards tout de suite, argent frais. C'est que les 31,5% restants de cette somme, sous loi britannique, parce qu'on ne fait pas confiance à ce que vont voter les Grecs aux prochaines élections, donc il faut mettre ça sous loi britannique, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas y toucher. Quoi qu'ils votent, ils ne pourront pas revenir là-dessus. Et il y aura la garantie du Fonds européen de stabilité financière. Et prime, comme il y a un certain nombre qui n'ont pas accepté cet accord-là, ça déclenche les CDS. C'est-à-dire l'assurance qui fait que quand on n'est pas remboursable, eh bien, il y a la possibilité de toucher des sommes en dédommagement. Ce qui signifie ce scandale absolu, que les Grecs, ils vont devoir faire les économies qu'on leur impose, mais les créanciers ils vont gagner. Les 100 milliards dont ils prétendent qu'ils se sont fendus le cœur pour les donner, qu'ils ont joué les pélicans, ces 100 milliards-là, c'est faux. Ces 100 milliards n'existaient pas. Ils n'avaient plus de réalité. Et par contre, on va leur reconvertir. Ils auraient dû tout perdre. Ces 100 milliards, ils auraient dû les perdre. En fait, ils vont les gagner, en réalité, à travers les mécanismes qui sont mis en place. Ça, c'est les sacrifices, entre guillemets, des créanciers. Et du côté du peuple grec, du côté des salariés grecs, les sacrifices que les créanciers sont censés avoir partagés. Quelques chiffres, quand même, pour se faire une idée de ce qui est en train de se passer en Grèce. La production industrielle, au mois de décembre, sur un mois, a diminué de 7%. Le chômage, chiffre officiel, est à 20% de la population active, sans doute plus. Pour la jeunesse, chiffre officiel, 25% des jeunes actifs qui sont au chômage. Les salaires, les pensions, les salaires du public ont été diminués d'un tiers. Les salaires du privé, on ne sait pas. C'est beaucoup plus. Le salaire minimum a été diminué de 22%. Et quand on a moins de 25 ans, on rajoute 10% de moins. Ce qui fait que le salaire minimum pour un jeune en Grèce, s'il a un travail, c'est 500 €. Alors que le coût de la vie est le même qu'en France, par exemple. C'est la déliquescence des services publics. Évidemment, plus rien ne fonctionne, puisqu'il n'y a plus les crédits. C'est un chômage c'est un petit pays, 1 million de chômeurs, plus d'1 million de chômeurs, chiffre officiel sur une population de 9 millions. C'est une diminution cumulée du produit intérieur brut depuis l'entrée dans cette politique-là de 16%. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont parmi les pires de ce qu'ont connu certains pays au moment de la crise des années 30. Et les pays qui ont connu ces chiffres-là dans les années 30 l'ont connu sur une courte période. La Grèce, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est entrée dans ce cycle qui est un cycle de destruction pure et simple de la société grecque à travers ces phénomènes-là. Et les sacrifices du peuple grec, ce n'est pas des bons du trésor, des obligations, des chiffres, des statistiques. C'est que la faim est réapparue. À Athènes, il y a des gens qui ont faim. Et des parents qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils ne peuvent plus les nourrir. Une situation que les Grecs ont connue sous l'occupation italienne, qu'ils revivent maintenant, et on comprend pourquoi il y a des réactions comme celles qu'on peut voir par rapport à ceux qui leur imposent ce type de situation, c'est le fait que les jeunes diplômés émigrent de façon importante, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions pour eux. C'est des suicides, c'est une situation sanitaire qui est dénoncée comme catastrophique. Donc voilà ce que sont les sacrifices qui sont faits par le peuple grec et qui n'ont pas... Il y a quelque chose d'absolument indécent
hein, de la part du ministre des Finances de prétendre dire qu'il y a un partage des sacrifices. Ils ne sont pas de même nature. Au pire, les créanciers auraient pu perdre une toute petite partie de leur fortune. Les Grecs, ils subissent ça dans leur existence quotidienne. Ça veut dire qu'ils sont condamnés par ces politiques-là à la misère, à l'humiliation nationale, parce qu'on les met sous tutelle et on n'arrête pas de les insulter sur le fait que tout ça est de leur faute, c'est quand même assez extraordinaire, et on les plonge dans un cercle vicieux dont il est impossible de sortir si les mécanismes restent les mêmes. Parce que politique d'austérité croissante, ça signifie diminution aggravée du produit intérieur brut. Et diminution du produit intérieur brut, ça signifie mécaniquement hausse de la dette. Donc c'est le cercle vicieux absolu. Il n'y a pas moyen de s'en sortir avec les politiques qui sont menées. Et sur les 130 milliards dont on dit que c'est pour les aider, pour les sauver, il y en a 90 qui retournent aux banques et aux créanciers. Il n'en reste donc que 40 pour éventuellement soutenir un petit peu l'économie grecque. Et ce n'est pas des procès d'intention qui sont faits. C'est ce que constatent les mêmes créanciers. Les mêmes créanciers ne croient pas que ce qui est fait là va permettre aux Grecs de se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Pour une raison simple, c'est que ce qu'on nous raconte, c'est qu'ils sont arrivés à un taux d'endettement qui fait que ça n'est plus possible. Ils ont une dette qui représente 161% du produit intérieur brut. Avec ces mesures-là, l'endettement va passer à 159% du produit intérieur brut. 2% comme récompense de tous ces mécanismes et de tous ces sacrifices. Et les prévisions, c'est qu'il faudra un troisième plan de sauvetage, avec toujours les guillemets, en 2015. Et la réaction des financiers, c'est quoi? C'est de ces obligations qui n'existent pas encore et qui sont déjà sur le marché, de les acheter de les proposer à un prix bien en deçà de leur prix officiel. C'est-à-dire que pas un seul créancier, pas un seul financier, pas une seule banque ne croit à l'efficacité de ce qui est mis en œuvre, et tout le monde sait que ça n'a à faire que s'aggraver. Alors, dernier point dans cet exposé, il me semble qu'il faut réfléchir à pourquoi c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé à la Grèce? Quelle est la faute des Grecs? Quelle est leur culpabilité pour être punis de cette manière-là, pour se retrouver dans cette situation infernale? Est-ce que c'était une erreur que la Grèce entre dans l'euro, compte tenu de la faiblesse de l'économie grecque, des différences de compétitivité entre les différents pays? On peut penser que c'était une erreur. Que rentrer dans la zone euro, qui est une zone de concurrence sauvage, où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de mécanisme de solidarité, une économie faible comme celle de la Grèce n'aurait pas dû faire ça. Mais ça, c'est quoi? C'est Maastricht, c'est le TCE, c'est tout ce qu'ils nous ont infligé aux Grecs et aux autres. C'est-à-dire que s'il y a eu erreur, ce n'est pas les Grecs, qui en plus, eux, n'ont jamais été consultés sur ces affaires-là. Ce sont les classes dirigeantes européennes. Ce sont ceux qui nous ont imposé ces traités-là et qui ont parié sur le fait que la Grèce pouvait rentrer dans la zone euro. Le bilan pour l'Union européenne, il est spectaculaire aujourd'hui. C'est-à-dire quand on nous a expliqué que nous étions des fous parce que nous étions contre ces traités-là, que ce soit Maastricht ou le TCE ou Lisbonne, on nous a expliqué, mais vous ne vous rendez pas compte, l'Union européenne que l'on est en train de vous construire, c'est la première puissance économique du monde. Ce qui était en partie vrai. Sauf qu'aujourd'hui, l'Union européenne est l'épicentre de la crise du capitalisme mondialisé. Donc, ceux qui ont dirigé toute cette affaire-là, ça mériterait quand même qu'il y ait un bilan qui soit fait de cette politique, qui s'explique sur ce qui s'est passé. Pourquoi partir de si haut, on arrive si bas lorsque on évoque la crise. Et autre problème de ces classes dirigeantes européennes, c'est le fait que par rapport à cette crise du capitalisme, qui est une grande crise, qui est une crise redoutable, avec des effets majeurs, quelle est la politique qu'ils proposent? Et là, on arrive tout à fait directement à l'actualité.
c'est partout des politiques d'austérité. Moins brutales, moins sauvages qu'en Grèce, mais partout des politiques d'austérité. Et ce fameux traité intergouvernemental qui est combiné au mécanisme de stabilité économique, c'est inscrire dans les constitutions l'austérité, que plus aucun peuple ne puisse dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il faut subir cette austérité, que c'est la loi, que maintenant il faut aller vers l'absence de déficit, qu'il faut payer cette dette, qu'il faut intégrer, grande innovation, il faut intégrer les salaires dans les index qui permettent de mesurer que cette politique est appliquée. On ne sera même plus maître des salaires, de la question des salaires. On ne sera plus maître des décisions politiques décisives par rapport à la vie quotidienne. C'est ce qu'ils font en tant que classe dirigeante à l'échelle européenne. Et il faut, quand même, pour prendre la mesure du caractère absolument hallucinant de ce qui est en train de se passer, il faut se référer aux États-Unis, parce que la bourgeoisie américaine ne mène pas cette politique. Il y a eu récemment, il y a un mois, il y a eu un accord entre Obama et les républicains pour accroître le déficit budgétaire américain de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire que le déficit américain, c'est 8% du produit intérieur brut américain. Alors, ce n'est pas la Grèce. Hein, on est à une toute autre échelle quand on parle des États-Unis. Alors, ce qui n'est pas possible, ce qui est insupportable pour un petit pays comme la Grèce, c'est possible pour un immense pays comme les États-Unis. On peut creuser le déficit parce qu'on pense que c'est nécessaire pour activer l'économie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est même un désaccord au sein même des classes dirigeantes, selon qu'on est en Europe, selon qu'on est aux États-Unis. Donc ça doit inciter à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout du côté des classes dirigeantes européennes. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Économiquement, ça ne tient pas ce qu'ils font. Ça ne tient pas pour la Grèce, ça ne tient pas pour l'ensemble de l'Union européenne, c'est pas ça qui permet de sortir de la crise, c'est ça qui nous enfonce dans la crise. Donc il y a quelque chose qui apparaît irrationnel. Pourquoi font-ils ça? Il me semble, c'est un objet de discussion, que l'explication, c'est que leurs motivations ne sont pas d'ordre économique, que leurs motivations sont d'ordre politique, que ce qu'ils font avec la Grèce, c'est une démonstration politique, purement politique, et qu'ils se moquent des conséquences catastrophiques sur le plan social et négatives sur le plan économique. Que la démonstration politique, ça consiste à montrer à tout le monde qui sont les maîtres. Et cet épouvantable couple symbolique, Merkozy, voilà, c'est le symbole de qui est le maître, qui décide. Et bien c'est ceux qui disent ce que nous avons décidé, c'est la loi. Et ça ne se discute pas. Il n'y a pas à s'embêter avec des questions de consultation des peuples, des soucis démocratiques, parce que nous l'avons décidé, c'est la loi. Et ceux qui ne sont pas d'accord, qui refusent, eh bien, ça veut dire qu'ils se révoltent. Et s'ils se révoltent, eh bien, c'est normal qu'on leur tape dessus. Ça mérite châtiment. On n'a pas le droit de se révolter. Et maintenant, on n'a même plus le droit de penser. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se dire, mais cette dette, c'est quoi cette dette? D'où elle vient? Et c'est l'exigence qui monte de dire il faut un audit de la dette. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est légitime dans cette dette. Il y a une partie qui est légitime. Quand on emprunte, un jour on rembourse, tout le monde sait ça. Mais il y a une grande partie de cette dette qui n'est pas légitime, qui est une dette indue, odieuse, comme disent un certain nombre de militants qui sont sur ce terrain-là. Donc, on a le droit de s'interroger sur la dette, on a le droit de la contester, on a le droit de penser qu'il ne faut pas la payer, tant qu'on n'a pas les explications sur ce que ça signifie. Et surtout, on a le droit, et maintenant quasiment le devoir, de refuser les politiques d'austérité. Parce que ces politiques d'austérité sont criminelles sur le plan social et folles sur le plan économique. Donc il n'y a pas de raison de les accepter. Il n'y a pas de raison de se plier à ce dogme qui n'a aucun sens, qui consiste à dire il faut, dès l'année prochaine, et là c'est embêtant que François Hollande et le Parti Socialiste se rallient à cette idée-là, il faut que dès l'an prochain, le déficit soit de 3%. Il faut que ce soit l'an prochain 3% parce que très vite, il faudra que ce soit 0,5% et puis 0. Ce qui n'a jamais eu lieu, ce qui n'a jamais existé. Aucun pays, aucune économie ne peut fonctionner sans déficit budgétaire. Donc ce dogme-là n'a aucun sens, sauf de justifier les politiques qui sont menées. Et ça signifie, je conclus sur ce point, que effectivement la réponse à donner, la riposte à engager, c'est une riposte européenne, c'est ce en quoi nous sommes européens. C'est que ce que subissent tous les peuples européens,
il faut que tous, ensemble, ils luttent contre ça. Et que, en ce sens, nous sommes tous grecs. La révolte des Grecs doit être notre révolte. Alors c'est les Grecs, mais c'est les Irlandais, c'est les Portugais, c'est les Espagnols, demain c'est les Italiens, et après-demain ce sera nous. Donc il y a bien un adversaire commun, un problème commun, une riposte commune à engager. Et ça c'est l'Europe. L'Europe dans ce qu'elle a de vivant, dans son quoi elle est porteuse d'un avenir. Il faut imposer l'audit de la dette. Il faut imposer des politiques non pas d'austérité, mais au contraire des politiques de développement économique, qui permettent de surmonter le chômage, de surmonter la précarité, d'avoir un développement économique respectueux de l'environnement. C'est ça qui est à l'ordre du jour, c'est ça qui est nécessaire si on veut que l'Europe vive. Il faut une solidarité de tous les peuples pour imposer ça. Et ça signifie que, ben voilà, le dernier point, c'est qu'il faut tous ensemble, tous les peuples européens, disent, ben non, vous n'êtes pas les maîtres. Vous n'êtes pas les maîtres parce que vous n'en êtes pas dignes. Et que vous n'avez pas le droit de vous proclamer maître pour nous imposer ce type de politique. Hein, donc il faut, oui, prendre le pouvoir, hein, les écarter, parce qu'ils sont extrêmement nocifs dans la politique qu'ils prétendent nous imposer. Et pour imposer une autre politique, il faut poser ce problème du pouvoir. Merci. Peut-être on va donner la parole à Caroline qui va inscrire justement la question, comme l'a fait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à Rouen, la question des femmes, de l'égalité, puisqu'il disait, il a dit, ce sont les premières touchées, c'est elles qui seront les premières, ce sont elles qui seront les premières touchées, qui le sont, mais qui le seront vraiment en priorité, quoi. Donc Caroline Bardot donc, va nous parler de la question de cette égalité homme-femme, particulièrement inscrite dans les objectifs du Front de gauche, et qui est dans le cœur du débat à gauche, parce que véritablement, au point où on en est maintenant, on peut considérer, au point où en est la campagne, et le fait que le Front de gauche maintenant et son candidat est inscrit dans le paysage politique, dans les enjeux de ces élections, la question, et comme tu le montrais, la question de ce qu'est la crise du capitalisme et de l'austérité, c'est que maintenant le débat, il est en particulier à gauche. Dans la gauche, battre Sarkozy, pourquoi faire et comment. Donc voilà. Donc Caroline va inscrire cette question de l'égalité homme-femme comme une priorité pour le Front de gauche, dès le mois de juin. Donc oui, cette question est une priorité pour le Front de gauche. Alors, dès la sortie des élections, mais dès aujourd'hui, puisque moi je suis élue à la région, inscrite dans le groupe Front de gauche, et pour nous, à chaque conseil régional, c'est l'occasion de rappeler cette question. On est d'ailleurs quasiment le seul groupe à le faire de manière systématique, et on obtient quelques avancées. C'est dire si c'est important d'avoir des élus qui sont mobilisés sur cette question féministe. Donc, comme le disait, comme on l'a vu tout à l'heure, Mélenchon nous disait que le Front de gauche est féministe. Le Front de gauche est féministe parce qu'on sait que c'est une question de civilisation, qu'on porte une autre vision de l'humanité que celle que l'on subit actuellement, et parce qu'on sait aussi qu'avec l'aggravation de la crise, les inégalités existantes explosent, et ça participe à renforcer les rapports sociaux de domination, et en particulier les inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit sur le marché du travail, mais également dans la sphère privée et publique. Si on ajoute à ce renforcement des inégalités dues à la crise, la cure d'austérité que l'on nous vend comme la solution miracle, et tu nous as bien montré qu'on était non pas dans une solution, mais plutôt dans un cercle vicieux où en faisant payer les salariés, les consommateurs, les retraités, et en épargnant les véritables responsables, à savoir le système financier capitaliste, on ne fait rien pour corriger la crise, au contraire, on l'aggrave. Et les premières victimes, ce sont les plus précaires. Or, les plus précaires, on le sait bien, ce sont le plus souvent les femmes. Alors, précarisation des emplois, par exemple, qui touche donc les emplois les moins qualifiés, ce sont ceux-là même qui sont occupés par des femmes, car on le sait bien, si l'activité des femmes s'est généralisée, il s'est polarisé sur les métiers les moins qualifiés et donc les plus exposés. Par exemple, en Île-de-France, on a un taux de pauvreté de 12% en 2007. Ce taux de pauvreté, il résulte principalement des difficultés rencontrées sur le marché du travail,
mais aussi des situations de rupture familiale. Et quand on croise ces deux données, marché du travail et situation familiale, eh bien on voit que ce sont les femmes les plus touchées par la pauvreté, notamment les jeunes femmes, les femmes issues de l'immigration et les familles monoparentales. Alors si on ajoute à tout ce contexte les politiques impulsées par Nicolas Sarkozy qui remettent en cause le droit des femmes, on a une situation catastrophique. Je ne vais pas prendre trop d'exemples, je vais essayer d'être assez courte, mais parmi les réformes politiques, je vais vous donner un chiffre parce que moi je pense que c'est le plus parlant. En 10 ans, ce sont 179 centres IVG qui ont fermé en France. C'est quand même quelque chose d'important, c'est quand même un droit qui a été gagné par nos mères, par nos grands-mères, qui est le droit à disposer de son corps, le droit à l'avortement. En 10 ans, 179 centres IVG qui ont fermé et qui continuent à fermer, malgré les mobilisations importantes des féministes et du personnel des hôpitaux de santé. Ça, c'est du concret. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, c'est des attaques frontales contre le droit des femmes. Plus l'amplification des inégalités salariales, c'est-à-dire qu'on a voté une belle loi en 2006 pour réduire les inégalités salariales, mais loi qui n'est suivie de peu d'effets coercitifs, donc loi qui ne donne rien. Les inégalités salariales, aujourd'hui, elles s'aggravent. Ça, c'est la droite. Et puis l'extrême droite, on l'a vu un petit peu dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure avec Marine Le Pen, l'extrême droite, eux, ce qu'ils proposent tout simplement, c'est de fermer les plannings familiaux, puisque pour eux, les plannings familiaux, c'est des centres d'incitation à l'avortement, je les cite, ou encore, ils nous annoncent maintenant que s'ils sont élus, mais on sait très bien qu'ils ne seront jamais élus, mais il faut quand même regarder ce qu'ils disent, c'est important, hein. Ils nous annoncent le non-remboursement de la contraception et des IVG. Une nouvelle attaque aux droits des femmes qu'on a quand même gagné, mais tout ça, c'est jamais que la reprise des thèmes de prédilection des catholiques intégristes, et on le voit en ce moment, il y a quand même devant l'hôpital Tenon des fortes mobilisations des catholiques intégristes qui viennent mettre la pression sur les femmes qui viennent se faire avorter, qui mettent aussi la pression sur le personnel de santé, et récemment il y a eu, ça a bougé quand même pas mal cette semaine, puisqu'il y a des féministes pro-avortement qui sont venus manifester contre les catholiques intégristes. Donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu prégnant, et on voit bien que c'est des thèmes qui nous concernent encore aujourd'hui. Moi, il y a une citation de Stendhal que j'aime bien. Alors Stendhal, c'est pas forcément le plus progressiste, en tout cas bien moins que Louise Michel, que cette citation qu'on voit derrière, mais moi j'aime bien la rappeler parce que justement il y a de l'intelligence un peu partout, et sur la question de civilisation qui est si chère à la droite, donc Stendhal il nous disait que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Et je pense qu'il faut se rappeler, parce qu'on la renvoie tout le temps, cette civilisation, notre civilisation occidentale qui serait la plus grande, la première, la meilleure. Notre civilisation occidentale, aujourd'hui, en matière de droits des femmes, elle a quand même beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas que, ça se passe pas que en France. Aujourd'hui, on a quand même un gros mouvement féministe, notamment dans les pays arabes, puisque les femmes ont été un des fers de lance de la révolution, des révolutions arabes. Et il y a un appel qui est sorti en ce 8 mars, qui est l'appel des femmes arabes pour l'égalité et la dignité. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je l'ai pris avec moi pour ceux qui voudraient le lire. C'est un appel où tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent aujourd'hui le signer, et qui sera remis le 25 mai à la présidence du Conseil européen à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Donc je vous invite à signer cet appel. Et finalement, elles disent la même chose que ce que nous, féministes, on peut dire ici, à savoir que depuis toujours, les femmes mènent des luttes pour obtenir des acquis, plus ou moins importants selon les pays, mais ces acquis demeurent en deçà des aspirations des femmes et font du statut des femmes un des plus reculés dans le monde. Et elle termine en indiquant qu'aucune démocratie ne peut se construire sans la moitié de la société. C'est exactement ce que nous, on dit ici, donc je pense que c'est important que nos luttes se retrouvent, puisque finalement, qu'on soit femme française, femme algérienne ou femme syrienne, on est avant tout une femme, et les inégalités entre les femmes et les hommes, elles existent sur toute la planète, et elles existent de tout temps, puisqu'elles renvoient au rapport de genre, et donc aux structures même de la société, qui est quand même largement fondée sur une domination masculine, et sur le patriarcat. Ceci dit, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est porter une autre vision de l'humanité. On a autre chose à proposer. On ne veut pas en rester là. On est porteur d'un autre message, parce qu'on pense qu'il n'y a rien de fatal, qu'il n'y a rien de biologique dans ces inégalités,
qu'il s'agit d'une construction sociale que les hommes, avec un grand H, ont construit tout au long de l'histoire, et ce que l'homme a construit, nous sommes persuadés qu'on peut le déconstruire. Et c'est à ça qu'on veut travailler. Donc notre champ d'action, il est immense. Notre champ d'action, c'est le domaine économique, c'est le domaine culturel, c'est le domaine symbolique, et on pense qu'il est plus que temps de s'engager pour que la lutte des femmes pour des droits égaux soit un élément clé des enjeux politiques. Et pour cette perspective d'émancipation, il nous faut une gauche de transformation qui soit à la hauteur de cet enjeu de société. Cette gauche de transformation, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le front de gauche qui la porte. On ne peut pas l'attendre du Parti socialiste. C'est à nous de porter ces questions pour faire peser sur la campagne, en espérant que s'il y a un changement politique fort cette année, nos aspirations, notre projet de société soient repris. Alors nous, on pense, je vais essayer maintenant de reprendre un petit peu quelques propositions qu'on a formulées pour vous donner un petit peu des éléments pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, et des éléments pour que ceux qui le soient puissent les retransmettre et être acteurs de cette campagne. Ces éléments, ils ne sortent pas de notre chapeau. Ces éléments, ils ont été construits, on l'a vu aussi dans le clip, il est vraiment très bien fichu. Ils s'appuient sur les réseaux féministes qu'on a. Et en fait, à un moment, on a vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un appel de plusieurs associations féministes qui sont regroupées dans ce qu'on appelle Féministes en mouvement, et qui ont organisé une soirée où ils ont invité les candidats à la présidentielle à venir parler de leur projet en matière d'égalité femmes-hommes et de lutte contre le patriarcat. Ce sont les femmes qui représentent 80% des personnes qui travaillent au SMIC, et ce sont elles les premières qui bénéficieront de notre décret qui portera le SMIC à 1 700 €. Alors il faut quand même savoir que quasiment tout le monde, sauf le FN, était invité, et que tous les candidats de gauche sont venus, que le seul qui a refusé de venir, c'est Nicolas Sarkozy. Donc c'est quand même symbolique. Donc Jean-Luc Mélenchon était présent, il a fait part des propositions qu'on porte, qui sont quand même, qui s'appuient sur celles des propositions des réseaux féministes, et qui reprennent en partie, en tout cas pour la plus grande partie, ce qu'elles proposent. Donc tout d'abord, une des premières choses, bon, il y a bien sûr la création d'un ministère en la matière, mais ce qu'il nous faut tout d'abord faire, en tout cas moi à mon sens, ce qui me semble le plus important, c'est de remettre en cause les représentations sexuées et sexistes. C'est la première des choses, c'est agir sur les représentations qu'on a des rapports hommes-femmes. Ça passe par une loi antisexiste qui condamnera les discriminations et les insultes à caractère sexiste, mais c'est aussi la banalisation, c'est aussi lutter contre la banalisation et l'omniprésence de la pornographie, et toutes ces choses qui véhiculent une image dégradante de la femme. Ensuite, c'est une lutte importante contre la marchandisation du corps des femmes, contre la remise en cause du droit à disposer de son corps, et notamment du droit à l'avortement. C'est quelque chose de fondamental qu'on a gagné, et alors, enfin, moi j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que ça fait partie de mon acquis, et ça me semble inimaginable qu'on puisse même oser penser remettre en cause ce droit à disposer de son corps et de ce droit à l'avortement. C'est pour ça qu'on propose la gratuité de la contraception et de l'avortement, et aussi le maintien et la création de centres de planification, et une information et une éducation des jeunes filles et des jeunes hommes dès le collège. Troisième chose qui me paraît cruciale, c'est les violences faites aux femmes. Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je regarde le clip qu'on a vu tout à l'heure, j'ai la chair de poule. Dire que ça ne me paraît plus possible qu'aujourd'hui, dans notre société, on ait encore des femmes qui vivent dans la peur, qui vivent dans la violence. Enfin, c'est quelque chose qui, au XXIe siècle, ne doit plus exister. C'est plus possible de vivre dans cette société-là. C'est pour ça qu'il faut éradiquer ce fléau, qu'il faut une véritable loi, mais qui ne soit pas juste une loi d'effet d'annonce, puisqu'on en a une de loi en juillet 2010, mais cette loi, elle a été suivie d'aucun moyen. C'est-à-dire que si on a une loi, il nous faut les moyens financiers, les moyens humains qui vont avec. Il faut qu'on ait une véritable campagne d'information, il faut qu'on ait une véritable politique dans le logement. C'est-à-dire que quand une femme est victime de violence, il faut lui trouver un logement. Ça paraît le b.a.-ba, qu'elle puisse trouver un endroit pour y aller avec ses enfants éventuellement, pour se protéger elle-même et protéger ses enfants. Mais c'est aussi une politique de titre de séjour pour les femmes victimes de violences dans leur pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser dans notre pays d'accueillir des femmes qui sont victimes de violences et qui quittent leur pays pour cette raison-là. C'est aussi la pénalisation du client de la prostitution. Et c'est enfin la création d'un observatoire national contre les violences faites aux femmes.
L'Observatoire national, il a été gagné dans le 93 sous la présidence communiste à l'époque. Il a été gagné à la région Île-de-France par un amendement que j'ai eu l'honneur de présenter il n'y a pas très longtemps. Donc on obtient des choses, les communistes et le Front de gauche obtiennent des choses quand on se bat, ces choses-là on peut les obtenir. On les a obtenues dans le 93, on les a obtenues à la région Île-de-France, on doit pouvoir les obtenir au niveau national. Je ferai juste un petit aparté sur les politiques, je ne voudrais pas être trop longue, sur les politiques dans le monde du travail, puisque c'est un peu ma spécialité, puisque je suis inspectrice du travail, donc le monde du travail, tous les jours, je le connais, j'y vais, j'y suis confrontée, et on ne peut pas ne pas en parler, puisque je vais vous prendre un sondage qui est paru dans l'Humain, dans l'Humanité, jeudi 8. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un sondage sur les questions de l'égalité homme-femme. Comment est-ce que les gens perçoivent les questions d'égalité homme-femme aujourd'hui? C'était pas sur qu'est-ce qu'il en est réellement, mais comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on voit dans les questions d'accès à l'emploi, dans les questions de salaire, dans les questions d'accès aux responsabilités? Et bien ce qu'on voit, c'est que dans ces trois domaines, tout le monde, hommes et femmes confondus, perçoivent une aggravation de la situation. Ils perçoivent, parce qu'il y a une aggravation réelle, mais aussi parce qu'il y a une prise de conscience de ces inégalités. Donc c'est quand même à la fois quelque chose de négatif, c'est-à-dire que les inégalités s'aggravent, mais en même temps les gens prennent conscience qu'elles s'aggravent et prennent conscience que ça ne peut plus durer comme ça, puisque parmi les sondés, 75% des gens sondés pensent que l'égalité femmes-hommes n'est pas satisfaisante en matière de salaire. Bon, alors c'est 81% des femmes qui le pensent, c'est 68% des hommes. On comprend bien pourquoi il y a ce petit écart, c'est qu'on perçoit d'autant mieux qu'en soi-même, on sait qu'on a un salaire différent de ses collègues alors qu'on fait le même boulot. Hein, parce que dans le monde du travail, quelques petits chiffres, c'est à la fois une précarisation du travail pour les femmes, hein, sur le temps partiel, c'est 85% des gens à temps partiel et des gens qui sont en travail discontinu, c'est-à-dire qui cumulent des petits boulots, 85% de ces gens-là, c'est des femmes. Bon, c'est quand même quelque chose... c'est pas simplement lié aux structures des métiers, c'est quelque chose qui est ancré profondément, et les sous-salaires, ben c'est les femmes aussi qui en sont les principales victimes, hein. Donc il faut à la fois travailler sur les écarts de salaire, mais aussi sur les retours de maternité, parce qu'on sait bien qu'un retour de maternité, ben, il faut retrouver son boulot déjà, on ne retrouve pas forcément le poste qu'on avait quand on l'a quitté, et puis ben, les autres ils ont continué à avancer pendant que nous on revient, et on ne retrouve pas forcément la situation qu'on avait. Et puis il faut bien sûr, une fois qu'on a l'égalité de salaire à travail égal, ben, il faut aussi permettre qu'on puisse avancer en termes de carrière, parce que c'est bien beau d'avoir le même salaire, après encore faut-il qu'on puisse avoir un déroulé de carrière qui soit identique. Dernier petit chiffre sur le monde du travail, que je trouve assez parlant, c'est il y a le salaire, bon, première étape, il y a le déroulé de carrière, et puis après, ben, il y a les postes à responsabilité. Et si on regarde qui est présent dans les comités de direction des entreprises, les comités de direction, c'est quand même le lieu du pouvoir dans l'entreprise. Ben, dans ces comités de direction, il y a 8% de femmes. 8%. Bon, ben, il y a quand même un problème, hein. 50% de l'humanité sont des femmes, 8% dans les lieux de décision, économiques. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut une véritable loi. Une loi qui prévoit des sanctions, parce que on peut dire tout ce qu'on veut, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, ben, il n'y aura pas grand-chose. Et pour avoir des sanctions, c'est pas pour plaider pour ma chapelle, mais il faut que les moyens de l'inspection du travail soient renforcés. C'est les seuls qui peuvent aujourd'hui contrôler ce qui se passe dans les entreprises et qui peuvent dresser des procès-verbaux. Donc, il faut une loi qui prévoit des sanctions, et il faut derrière qu'on se donne les moyens humains pour faire appliquer, à savoir une inspection du travail renforcée, et puis des moyens aussi pour la justice, ne les oublions pas. Et enfin, on doit agir au niveau européen. Agir au niveau européen, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire œuvrer pour que la directive européenne, la clause de l'européenne la plus favorisée voit le jour. Alors cette clause de l'européenne la plus favorisée, c'est Gisèle Halimi qui nous proposait ça. On en avait fait un de nos thèmes central pendant la campagne des européennes. Elle était notamment venue dans nos meetings, elle avait présenté un petit peu cette clause. Il y a un bouquin d'ailleurs qui est sorti, si ça vous intéresse, qui est vraiment très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut une véritable Europe des peuples, on veut une véritable Europe sociale qui nous tire vers le haut. Aujourd'hui en Europe, c'est quand même certains pays qui ont des lois qui sont inacceptables
en matière d'avortement. C'est notamment les lois polonaises et irlandaises qui interdisent l'avortement par le fait de reconnaître des droits à l'enfant encore non né. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une Europe qui nous tire vers le haut, et on veut prendre dans tous les pays les lois les plus progressistes. Par exemple, on veut prendre la loi néerlandaise sur la contraception et le droit des homosexuels, on veut prendre la loi française sur le viol, on veut prendre la loi belge sur la parité, ou encore la loi suédoise sur l'avortement et le congé parental, ou la loi danoise sur l'éducation sexuelle. L'Europe, c'est pas que quelque chose enfin, pour nous, l'Europe, c'est quelque chose qui doit nous tirer vers le haut. C'est une Europe des peuples, une Europe sociale, et elle peut exister si on s'en donne les moyens. Et je pense que via cette clause de l'Europe européenne la plus favorisée, on a un exemple concret de ce que l'Europe, qu'on appelle de nos voeux, l'Europe sociale qu'on appelle de nos voeux, peut être. Donc la révolution, pour terminer, une petite phrase, la révolution citoyenne que le Front de gauche appelle de ses voeux, elle doit commencer par les femmes. Pour ça, il faut passer aux actes. Et je vous appelle le 18 mars à prendre la Bastille, tous ensemble. Voilà. Merci. On va vous remercier, et puis on a plein de bonnes choses qui nous attendent, et là on veut vraiment remercier tout le monde de toutes ces bonnes choses qui sont arrivées. Simplement, comme ça on pourra continuer à discuter, et simplement je voulais dire pour le 18 mars, donc grand, prendre la Bastille, prendre le pouvoir, c'est pas un slogan, c'est que vraiment on veut y travailler. Une marche, une journée pour la 6e République, je le disais tout à l'heure. Et donc, ce qu'on vous propose, de peut-être partir ensemble, ceux qui le voudront, avec en se donnant pour le Valois un rendez-vous au métro Anatole France. C'est à 14 h à la Nation, la marche qui se dirigera vers la Bastille, où là aura lieu le grand rassemblement avec une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. On est là à 6 semaines du premier tour. Il y a eu la campagne va se développer. Le 18 mars sera un grand événement. On voit où en est déjà ce que le Front de gauche a réalisé dans cette campagne et qui était, qu'on ne savait pas, quand on a décidé cette journée aujourd'hui, c'était en janvier, on ne savait pas qu'on en serait là, avec une possibilité déjà d'annoncer dans les sondages d'un Jean-Luc Mélenchon à 10%. Il nous faut faire encore grandir, on sent toutes les possibilités. Et à Levallois comme ailleurs, on vous propose d'une façon ou d'une autre, soit de participer à des collectifs de campagne qu'on pourrait réunir et qui se réunissent déjà. Bon, là c'est le lundi soir, on pourra changer les jours, mais que tous ceux qui le souhaitent puissent participer à ces réunions, et puis qu'on reste en lien pour mener les uns et les autres la campagne comme on l'entend même auprès de tous les gens qui nous entourent, puisque chacun et chacune d'entre nous peut justement faire partie et mobiliser encore plus de monde autour d'elle ou autour de lui. Voilà. Donc maintenant, voilà, on passe aux nourritures, comme on dit, terrestres. et puis bon appétit et merci, et on continue en chanson. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades au sang-fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissaient. Camarade,